Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde Actu, la chaîne GPTV Actu, pour traiter tout simplement de l'actualité à la fois nationale et internationale. Et pour votre format du midi, on se concentre principalement sur l'actualité française, l'actualité politique française. Et aujourd'hui, une émission un peu spéciale qui va être véritablement technique, comme vous avez pu le voir. Eh bien, nous sommes en dictature, mais légale, chers amis. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Le gouvernement est démissionnaire, mais au pouvoir. Macron joue la montre de différentes manières. Trêve olympique imposée. Ensuite, il part tout simplement en vacances. Il refuse de nommer un Premier ministre. On a le Conseil des sages qui ne peut pas s'exprimer sur les différentes questions en lien avec la Constitution. Eh bien, Nicolas Stoker est là pour vous éclairer sur la situation, pour voir exactement comment le système fonctionne et comment, dans quel état on est véritablement, légalement et objectivement. Donc déjà, tout d'abord, rebonjour Nicolas. Rebonjour Raphaël, rebonjour à nos internautes qui éventuellement n'étaient pas là ce matin, ont eu soit une panne de réveil, soit tout simplement autre chose à faire, ce qu'on peut comprendre. Absolument, je vous rappelle, du lundi au vendredi, de 7h à 9h30, sur la chaîne principale de GPTV, la matinale. Et ce matin, nous avions comme invité pour le grand angle Philippe Erlin pour une émission très intéressante sur l'état économique de la France, ce qu'il faut attendre pour les mois à venir, sur le fameux budget 2025, sur ce qui pourrait potentiellement arriver avec un gouvernement issu du nouveau Front populaire, si Emmanuel Macron décidait enfin de respecter tout simplement la loi, c'est-à-dire le nouveau Front populaire qui a gagné les élections législatives. On va pouvoir parler de tout ça. Donc évidemment, abonnez-vous aux deux chaînes, mettez les cloches, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre le pouce, commenter sous la vidéo et aussi nous dire tout de suite, vu qu'on a fait une petite modification technique, si le son de Nicolas n'est pas bien meilleur, les amis. Voilà, donc Nicolas, je te laisse la parole. Faisons le point sur la situation actuellement du chaos politique et de cette dictature légale. Absolument. Je rebondis sur ce que tu as dit. Avec Philippe Erlin, non seulement, puisqu'on nous reproche des fois de critiquer, mais de ne pas apporter de solutions, Erlin, ce matin, a commencé à apporter des solutions, tout comme notre chroniqueur financier Arnaud Biéguin. Et rapidement, en plus d'Arnaud, nous aurons aussi Andy Bussaglia, qui sont des collaborateurs de Géopolitique Profonde TV, ainsi que du magazine d'ailleurs. On retrouve entre autres les analyses extrêmement percutantes et pertinentes d'Andy Bussaglia. Je les connais bien tous les deux, puisqu'ils ont été, depuis maintenant presque 6 mois, mes chroniqueurs dans le livre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie tous les samedis matins entre 9h et 10h30. Et de même, demain, aurons-nous dans la matinale, avec le grand angle, notre ami Alexandre Juvin-Brunet, le capitaine Juvin-Brunet, Comment sauver la France, qui sera un peu le thème de l'émission. Et bien évidemment, on rentrera à nouveau dans le concret et pas seulement dans l'analyse critique. Alors, dictature légale. Là, on est obligé à l'origine de faire un peu d'analyse et puis de ressortir ces vieux cours de droit constitutionnel, quand on en a fait, ou à tout le moins regarder un peu ce que dit la Constitution sur la nomination d'un Premier ministre, par exemple. C'est intéressant. Sachant qu'une Constitution, ça ne s'apprécie pas sur un bout d'article. Il y a un titre, il y a une appréciation d'un article, ça s'apprécie par rapport à d'autres articles, c'est un ensemble. C'est trop facile de tirer, je dirais, de sortir de son contexte une formule pour dire que Macron a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà. Parce que, donc je vous rappelle le contexte, pour chercher à invisibiliser le résultat, il faut vraiment partir de là, systématiquement. Macron cherche à invisibiliser les résultats des élections européennes. C'est par ce biais-là par quoi ? Parce que le résultat et le message des Français est très clair, c'est on ne veut pas de guerre à l'Est et on ne veut pas de votre projet d'Union européenne intégrée. On ne veut pas de tout ça. Valérie Hayet, c'est un Français sur 15 ou un Français sur 14 qui valide son projet. C'est-à-dire que 13 ou 14 Français sur 15 ne veulent pas, M. Macron, entendre parler de votre projet européen d'Europe intégrée. Est-ce que c'est clair ? Non, parce que dès 8h30, il fait taire tout le monde, il fait croire qu'il rend la parole au peuple. En fait, il veut seulement éteindre, faire taire, pour que l'on passe à autre chose. Et donc, dès 8h30, ça nous empêchera de faire l'analyse, et on ne l'a jamais fait depuis. Et les commentateurs n'ont pas eu à la faire, du scrutin et de ce que voulaient dire les Français dans ce scrutin des européennes.
et on passe tout de suite aux législatives, et on ressort l'imposture du Front républicain, du bruit des bottes, du retour de la bête immonde, car fécond est-il encore le ventre qu'il a vu naître. Toutes ces conneries dont on nous rabâche. Donc on escamote, ce que fait toujours Macron, en disant bien sûr le contraire, en disant je veux redonner la parole aux Français. Il veut redonner la parole aux Français. Il dissout, il a une majorité, bon, bien alors qu'il nomme un gouvernement, même si c'est pas dans la Constitution, il y a une tradition républicaine, mais ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus respectée. Elle n'a pas été respectée, par exemple, lorsqu'il a fallu mettre les petits copains aux différents postes de fonction et de responsabilité à l'Assemblée nationale, sachant que l'Assemblée nationale, il n'avait pas pu ne pas la réunir, puisque c'est de plein droit qu'elle se réunit après une élection. Donc, ils ont procédé au vote, et donc, à nouveau, Rassemblement national, premier parti de France, 12 ou 13 000 d'électeurs, 0 représentant, donc que des députés de base et un groupe parlementaire. Et donc, puisqu'il est là pour clarifier, bon, bah alors à ce moment-là, tradition républicaine oblige, normalement, quand aucune des entités qui s'est présentée au suffrage des électeurs n'obtient à lui seul la majorité absolue, alors c'est le premier groupe à qui on commence par le premier groupe. Voilà. C'est une chose qui est dans la tradition. Il n'y a pas d'obligation constitutionnelle, on est bien d'accord, mais il y a une tradition. Mais on va y revenir aux obligations constitutionnelles du président, parce qu'elle ne se réduira pas à l'article 8. Hein. On va parler, là, je suis dans une colère absolument noire. Quand je relis la Constitution, je dis vraiment, on se fout de nous. On se fout de notre gueule, et les constitutionnalistes que je lis se moquent de nous. Mais ça permet de couvrir justement cette dictature légale. Je rappelle toujours la différence entre la légalité et la légitimité. De toute façon, ça fait longtemps que ce pouvoir n'a plus aucune légitimité, que la classe politique française n'a plus aucune légitimité. On s'est servi du vote RN aux européennes pour dire on veut qu'ils dégagent tous qu'ils dégagent tous. Et donc, la légitimité, on ne compte pas dessus, c'est zéro légitimité. La légalité, par contre, elle va s'apprécier, mais faut-il être précis et ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Même un peine à jouir comme moi est capable de lire la Constitution et de la lire, je pense, correctement, ayant fait quelques études dans le domaine. Aussi me souvenir, par exemple, je donne un simple exemple, c'est l'impératif. Présent de l'impératif. Est-ce que quand on dit voilà le président nomme le Premier ministre, il le nomme, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Non, justement, c'est un impératif. Il ne fait pas ce qu'il veut, il nomme. C'est une compétence liée. On a eu ces arguties. Il y avait à l'époque où il y avait encore un minimum de transparence politique et où les médias faisaient encore un tout petit peu leur travail, hein, où M. Duhamel n'était pas sur BFM menteur et avait encore quelques neurones de l'ancien maître qu'il fut, et qu'il fut pour moi aussi à l'Institut d'études politiques, à une époque où en effet il lisait la Constitution et il disait les choses correctement. Donc il y a eu les arguties mitterrandiennes en disant, par exemple pour les ordonnances, il disait, puisque c'est moi les ordonnances, je fais ce que je veux. Non, monsieur Mitterrand, faites pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est une compétence liée. Il y a les compétences qui sont totalement libres et les compétences liées. Donc prétendre que, je vais vous le relire, donc je chausse mes lunettes, et je vais vous le relire in extenso, l'article 8. Mais après, vous inquiétez pas. Donc c'est le titre 2, je vous dis, de la Constitution, sur le président de la République. Et dans son article 8, mais bon, le titre 2 commence avec l'article 5. On va revenir dans ma démonstration sur l'article 5. Commençons l'article 8, je vous le dis. Le président de la République nomme le Premier ministre. D'accord. On continue. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Donc maintenant, on va sortir de son contexte. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Est-ce que ça veut dire, si moi demain je suis Premier ministre, je suis battu aux élections, si je ne présente pas ma démission, la démission de mon gouvernement, où est-ce que c'est écrit dans la Constitution ? Est-ce qu'il est écrit dans la Constitution que je suis obligé, parce que je suis en minorité, parce que personne ne veut de moi, même que je suis à ce moment-là, au pied de la lettre, je subis une censure, je ne présente pas ma démission. D'ailleurs, on les a... Ils voulaient présenter leur démission. C'était drôle de voir... c'était comme Gérard Collomb. Je m'en vais, je veux partir. Non, j'irai même pas au prochain Conseil des ministres. Je retourne à Lyon tout de suite, après avoir vu je ne sais quoi de Jean-Mimi à l'Élysée. Bon... Mais déjà, Nicolas, je me permets juste Oui. quelque chose, une question à te poser, et à mon avis, pour éclairer nos spectateurs. Ouais. On parle de gouvernement démissionnaire. Donc, est-ce que ça veut dire que le gouvernement a démissionné ?
Alors oui, il a démissionné, mais alors là, on est à nouveau dans une espèce de jurisprudence. Oh C'est-à-dire Jesus. qu'il n'y a rien d'écrit de particulier sur ce que peut faire ou pas faire un gouvernement démissionnaire. Ça va être quand on va évoquer la trahison du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel dit ne pas... Parce que ce qu'on appelle la tradition républicaine, ce qui est en fait le droit, on va dire, jurisprudentiel, qui n'est pas le droit positif où il y a tout droit nécessite et mérite une interprétation. Vous avez une interprétation. Autant c'est une imposture, comme le disait Philippe Herrlin ce matin, de mettre le bloc de constitutionnalité, de dire au nom de la fraternité, les passeurs de migrants ont le droit de faire passer l'immigrant. Autant ça, on est dans l'imposture la plus totale, les faussages du Conseil constitutionnel. Autant lorsqu'il s'agit de la Constitution et de l'adaptation et de l'interprétation du texte, déjà, des différents articles, avant de parler du préambule de la Constitution, là, je suis désolé, ils sont complètement dans leur rôle. Et justement, dans un cas de figure, mais ça je l'avais dit depuis le début, on le savait, ils ne disent rien, ils ne font rien, on verra ce qu'il en sera du Conseil d'État, mais ça sera au cas par cas en tant que juge administratif. Mais en tant que juge de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne fait rien, alors que c'est lui qui produit soit de la jurisprudence, soit de la tradition républicaine, en disant, voilà, il est d'usage. Et puis il y a les usages. Il y a 3 types de constitution, le droit positif, le droit jurisprudentiel et les usages. Donc au moins, lorsque les usages peuvent être contestés et que le droit positif n'est pas suffisamment clair, au moins on interprète le droit. Et surtout la loi suprême, la règle suprême qui est la Constitution. Qui était la Constitution, puisque maintenant le droit européen, même le droit dérivé européen, semble-t-il, après un certain nombre d'arrêtés de la jurisprudence administrative, prime sur notre droit constitutionnel. Donc, où en étais-je ? Tu parlais justement de la démission du Premier ministre. C'est-à-dire quand le Premier ministre... C'est pour ça que je te posais la question, la différence entre le gouvernement démissionnaire et le fait que dans la Constitution, c'est si le Premier ministre a démissionné, eh bien normalement, il est censé suivre avec son gouvernement. de la Constitution. Avec son gouvernement, il est censé... Et il a présenté sa démission, mais il voulait la présenter avant. Et d'ailleurs, il disait, l'autre là, qui a sorti, le Darmanin avec sa cravate, son bras de chemise, il disait, allez, je m'en vais. Et Macron disait, attendez, vous présenterez votre démission le jour venu, et c'est encore moi qui vous dirai quand. Bon, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est aussi une interprétation de la Constitution. La fin de l'article 8. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres. Alors là, d'ailleurs, Mitterrand, là-dessus, a été... on joue sur les mots. Il nomme sur proposition. Mais il nomme. Mitterrand, il dit oui, mais c'est quand même moi qui nomme. Donc, si je ne veux pas tel ou tel, disait-il, François Mitterrand, je ne le nommerai pas. Alors, il y avait eu aussi à ce moment-là, en 86, évidemment, et il avait dit, dans mon domaine réservé, pour le ministère des Affaires étrangères, pour le ministère de la Défense, je veux être d'accord avec mon Premier ministre. Sinon, je ne le nommerai pas. Donc, ça avait créé à nouveau tout un tas d'histoires qui ne devraient pas exister, on s'en doute, puisque quand un président de la République, qui est le fondateur de la Ve République, démissionne sur un référendum en 69, il dit tout de l'esprit de la Constitution. Donc la violation, on est dans des violations perpétuelles et donc dans l'illégitimité la plus totale. Donc après, ce n'est qu'une question de mauvaise foi, dans quel sens, et c'est toujours évidemment nos constitutionnalistes vont dans le sens du prince. Moi, la loi salique, c'est quelque chose, pour ceux qui l'ont étudié un petit peu, les légistes du roi, pour réussir à justifier la primogéniture mâle, que le fait que en succession, eh bien, c'est le mâle des aînés qui doit succéder dans le royaume de France, d'où le fait de la fleur de lys, qui là, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'évidemment, nos légistes, nos pseudo-sages qui n'en sont pas, sont des larbins du pouvoir en place. C'est la seule légitimité, sauf que cette légitimité, elle est uniquement aujourd'hui sur la loi du plus fort. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.